Que pensez-vous de l'acceptation par Zelensky d'une trêve d'un mois dans la guerre et de la reprise immédiate de l'aide militaire à l'Ukraine annoncée par Trump? Donc il y a eu des conversations qui ont eu lieu en Arabie Saoudite à Riyad entre Zelensky et puis les gens avec lui, et puis Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, avec les équipes du secrétariat d'État et puis sans doute de l'entourage de Trump. Alors effectivement, on est arrivé à un accord provisoire, du moins entre les Américains et les Ukrainiens, sur le thème qu'il devait y avoir une trêve d'un mois. Alors, il y a un autre élément qu'a dit Marco Rubio, alors là, qui n'est pas apparu dans la presse, hein, je n'ai pas vu, mais d'après ce que j'ai vu ailleurs, Marco Rubio a dit qu'il avait été acté également que l'Ukraine faisait son deuil de récupérer la Crimée et le Donbass. Alors ça, c'est quand même un élément absolument fondamental qui n'a pas été mis en avant, mais qui semble bien concret, c'est-à-dire qu'en fait, Zelensky aurait été obligé de dire « Bon ben oui, en effet, on récupérera jamais la Crimée et le Donbass ». Je rappelle, je renvoie à mes vidéos antérieures, je le disais, ça fait nombreuses fois que je l'ai dit, c'était le b.a.-ba. Alors, ça n'est pas encore acté, mais enfin, il paraît que ça aurait été dit. Alors, face à ça, comment on réagit? Le problème qui se pose, il a été aussitôt caractérisé par Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le ministre russe des Affaires étrangères, il a dit, en gros, en somme, ce que vous nous demandez, c'est une trêve de 1 mois. Donc nous, on est en train de gagner, d'ailleurs on voit qu'à Koursk en ce moment, c'est-à-dire la petite partie de la Russie qui avait été envahie par des troupes ukrainiennes, eh bien là c'est la débâcle. Donc le commandant en chef justement des forces du Nord vient d'être limogé par Zelensky et par le commandant en chef de l'armée ukrainienne, parce qu'ils ont été obligés de fuir l'entourage de la ville de Koursk. Et donc la situation tourne à la débâcle au profit de la Russie, et donc Lavrov a dit ce que vous nous demandez en fait, c'est de faire une trêve pendant 1 mois. Pendant ce temps-là, vous allez recommencer à donner le maximum d'armement, c'est ce qu'ont dit d'ailleurs les Américains, et nous on attend comme ça 1 mois gentiment, alors qu'on est en train de gagner, pour ensuite que vous nous mettiez la pâtée. Voilà. Donc en gros il a dit, sans le dire expressément, mais en gros il a dit en fait vous foutez de notre gueule, quoi. Excusez-moi de la vulgarité du propos. Donc, c'est évidemment inacceptable par la Russie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'on a vu que cet accord, qui n'a pas concerné la Russie, qui est un accord entre Zelensky et les Américains, a fait l'objet d'une louange extraordinaire de tous les dirigeants occidentaux, et qui ont tous repris exactement le même narratif. C'est presque au mot près. C'est-à-dire que Macron a dit la même chose, mais presque au mot près, que Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, que Monsieur Keir Starmer, le Premier ministre britannique, que le nouveau Premier ministre canadien, peut-être même que le chancelier... Enfin, tout le monde dit la même chose. Ce qui, d'ailleurs, au passage, est extraordinairement inquiétant et confirme, d'ailleurs, toutes les analyses des complotistes. C'est-à-dire qu'en fait... c'est plus Macron, c'est plus le chancelier d'Allemagne, c'est plus le Premier ministre britannique. Ce ne sont plus que des employés de force d'une oligarchie transatlantique qui décident de tout, dont on ne connaît pas bien d'ailleurs qui sont les composantes, et qui décident pour le reste. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on aurait des avis divergents. On a d'ailleurs des avis divergents. Je rappelle qu'au sein de l'Union européenne, la Hongrie ou la Slovaquie ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été écartés. C'est d'ailleurs aussi, j'insiste, parce que ça, les gens croient que c'est pas très important. C'est extrêmement important ce que je dis là. L'Union européenne n'existe plus, en fait. Puisque Macron nous explique qu'il est en train de mener, d'essayer de monter une force de protection de l'Ukraine avec le Canada, avec le Premier ministre, avec le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne, avec la Turquie, mais en revanche, il y a 15 des 27 États qui n'en seront pas. Donc ça veut dire que l'Union européenne n'existe plus. Quand on parle de défense européenne, la politique étrangère, de sécurité et de défense, qui était quand même le deuxième pilier du traité de Maastricht, n'existe virtuellement plus.
Donc ça, c'est quelque chose dont les conséquences sont en fait extrêmement importantes en termes juridiques, en termes théoriques, en termes pratiques. On a d'ailleurs vu, ça n'a pas été suffisamment, on n'a pas insisté trop, personne n'en a pratiquement parlé, mais à La Haye, au Parlement des Pays-Bas, c'était avant-hier soir, je crois, il y a à une petite majorité, les parlementaires néerlandais ont rejeté le plan de 800 milliards d'euros de Madame von der Leyen. Alors, je rappelle qu'il faut quand même l'unanimité. Donc, on est dans le flou artistique le plus complet. Voilà. Je rappelle que les Russes, si on avait affaire à des gens un tout petit peu rationnels, même ceux qui s'opposent frontalement à la Russie devraient quand même reconnaître un certain nombre de caractéristiques de la Russie. La Russie, dans cette affaire, depuis le début, a toujours dit la même chose. Toujours. Quels sont ses buts de guerre? Ses buts de guerre, c'est de sauver les populations russophones et russophiles du Donbass et de Crimée. Et accessoirement de la région de Kherson, de Zaporogie, et peut-être la région d'Odessa. Ça, c'est le premier but de guerre. Le deuxième but de guerre, c'est que le reste de l'Ukraine, la Russie n'en veut pas, mais elle refuse que l'Ukraine devienne une chasse gardée de l'OTAN avec les armées de l'OTAN à la frontière russe. Voilà. Ils ont ajouté à cela récemment, au vu justement des informations qui émanaient notamment de Macron et de Starmer, ils ont ajouté que s'agissant de l'architecture de sécurité, ils pouvaient comprendre qu'il y ait éventuellement des forces d'interposition étrangères qui pourraient servir de casque bleu, comme les casques bleus de l'ONU, mais ils ont bien précisé qu'en aucun cas, ils n'accepteront que ce soit des forces appartenant à un pays de l'OTAN, que ce soit sous le pavillon de l'OTAN, que ce soit sous le drapeau de l'Union européenne, que ce soit sous les drapeaux nationaux. Voilà. Voilà. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut pousser des cris d'orfraie, mais c'est comme ça. Voilà. Or, la Russie, en ce moment, occupe 20% du territoire de l'ancienne Ukraine, et en ce moment est en train de mettre une pâtée mémorable dans la région de Koursk, et donc ce petit territoire que l'Ukraine avait glané de quelques dizaines de kilomètres carrés, avait glané dans la région de Koursk, à la frontière donc en Russie. Zelensky, semblait-il, voulait s'en servir comme de monnaie d'échange pour avoir un cessez-le-feu et une condition de paix plutôt favorable. Ils sont en train de le perdre alors même que les négociations n'ont pas commencé. Donc dans ces conditions, Macron peut continuer à dire, alors il y a les Australiens qui s'y mettent, etc., qui vont mettre des forces, mais si la Russie n'en veut pas, mais la Russie, elle a dit qu'ils considéreront à ce moment-là ces forces comme des cibles, puisqu'ils considéreront que ce sont des forces qui font la guerre à la Russie, voilà. Alors encore une fois, on peut ne pas être d'accord, on peut dire oui, c'est scandaleux et tout, mais alors ça veut dire qu'on va vers la guerre, voilà. Il faut donc savoir, comme disait Donald Trump, quelles sont les cartes que nous avons en main. Quelles sont les cartes que la France a en main? Quelles sont les cartes que les autres pays de l'Europe ou d'ailleurs ont en main? Quelles sont les cartes des Américains? Quelles sont les cartes des Russes? Voilà. Donc moi, ce que je pense, alors il y a toute dernière information qui vient de tomber ce soir, c'est que Donald Trump a fait savoir que les négociations américano-russes viennent de commencer, enfin commencent dans les heures qui viennent, puisqu'il y a des émissaires qui viennent de partir, américains qui viennent de partir en Russie. Parce que je pense que Trump, qui doit être soumis à des pressions absolument considérables. Il va se transformer en diamant. Vous savez, le diamant, c'est des atomes de carbone qui ont des pressions tellement colossales que d'un seul coup, ils deviennent des diamants. Alors, je ne sais pas si Trump va devenir un diamant, mais il doit être l'objet de pressions inimaginables venant d'un grand nombre à la fois de pays, de forces, de complexes militaires ou industriels, de ci et de ça. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est avancer dans l'agenda et arriver le plus vite à la paix. Et comme Trump n'est pas bête, Trump, il a bien compris que celui qui a le plus de cartes en main en ce moment, ce sont les Russes. C'est Poutine. Il a bien compris, effectivement, que, vis-à-vis de l'opinion publique mondiale, il ne peut pas tout à fait donner l'impression de laisser complètement tomber l'Ukraine. Mais il a parfaitement compris aussi quel est le jeu de l'Ukraine, et puis le jeu de Macron et de Starmer. Enfin, c'est gros comme le nez au milieu du visage. Le coup de la trêve d'un mois, tout le monde a dans les mémoires ce qui s'est passé avec les accords de Minsk I et de Minsk II. Depuis que Mme Merkel, suivie de François Hollande, ont expliqué que les accords de Minsk I et de Minsk II n'avaient servi qu'à une chose, gagner du temps pour fournir des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse envahir, ça va, les Russes, ils sont quand même pas complètement débiles. Ils sont au contraire
pas particulièrement intelligent, surtout avec Lavrov, Poutine à la tête de l'État et Lavrov à la tête des affaires étrangères. Ça, c'est absolument incontestable. Donc Trump a bien compris que si c'était les accords qui viennent d'avoir lieu à Ariane ne seront pas acceptés par la Russie s'il n'y a pas autre chose. C'est la raison pour laquelle il vient d'envoyer des émissaires en Russie et j'imagine qu'il veut mettre le paquet pour que cette trêve de 1 mois se transforme en trêve définitive. Et donc j'imagine qu'il va mettre un paquet énorme pour faire céder définitivement Zelensky, notamment sur la question des terres, des territoires à céder, hein, justement ce dont je parlais tout à l'heure, et puis également sur la question de l'architecture de sécurité, notamment la non-appartenance à l'OTAN, qui est un requis absolu par les Russes, de même que l'absence de troupes occidentales. Voilà où l'on en est. Je ne peux pas faire, je pense, plus que de décrire cette situation telle que, en tout cas, je la vois.